Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. 440 000 enfants ont basculé dans la pauvreté entre 2008 et 2012. C'est le constat alarmant dressé par l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, dans son rapport publié en janvier dernier. En cause, une dégradation de la situation des familles dans lesquelles vivent ces enfants, des familles souvent monoparentales. Aujourd'hui, la Commission des affaires sociales du Sénat a décidé d'auditionner les auteurs de ce rapport. Parmi eux, Christine Abrossimov et François Chérec. Ils les auditionnent sur leur constat sur l'état de la pauvreté en France, mais surtout sur les pistes pour endiguer ce fléau. Parmi les thèmes abordés, l'accès aux droits, l'accès à l'emploi, à l'hébergement, au logement ou encore la santé. Et puis les auteurs devraient insister sur un constat: les conseils généraux, depuis l'annonce de la réforme territoriale, ont tendance à se désengager peu à peu de la lutte contre la pauvreté. Un constat qui devrait faire mouche parmi les sénateurs. Tout de suite, direction la salle Médicis pour votre audition. Nous accueillons maintenant Monsieur François Chérec et Madame Abrossimov, qui sont auteurs du récent rapport d'évaluation de l'IGAS sur la mise en œuvre du plan pauvreté. Et merci d'avoir donc accepté notre invitation. Je voudrais commencer par quelques chiffres pour poser les termes de notre débat. Notre pays consacre près de 40% de sa richesse nationale aux dépenses sociales. Notre système social et fiscal est fortement redistributif. On estimait en 2012 que cette redistribution permettait de réduire de 11 points le taux de pauvreté des personnes vivant au sein d'un ménage avec enfants et de 18 points celui des familles monoparentales. Pour autant, la pauvreté, c'est-à-dire le fait de vivre avec moins de 60% du revenu médian, soit 987 € mensuels, concerne dans notre pays 8 500 000 personnes, soit près de 14% de la population. Derrière une stagnation relative du taux global de pauvreté, malgré la crise, apparaît une montée inquiétante du taux de pauvreté des enfants de moins de 18 ans. Il m'a paru donc intéressant pour notre commission de pouvoir faire le point sur la mise en œuvre de plans de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale lancé il y a 2 ans par les représentants de l'IGAS qui ont été chargés d'en effectuer l'évaluation. Ce plan comprenait 69 mesures dans des domaines très différents. Certaines ont déjà fait l'objet de mesures législatives et le gouvernement a annoncé son intention de présenter en 2015 un texte sur la question du RSA, activité, de la prime pour l'emploi, en débat depuis plusieurs années. Je vais maintenant laisser la parole à nos invités pour un exposé introductif. Ils répondront ensuite à vos questions. Alors, je voudrais aussi vous dire que Monsieur Chérec et Madame Abrossimov sont de ce côté-ci. Et excusez-nous, mais vous avez les sénateurs derrière vous. C'est parce que, en fait, j'aurais souhaité que vous puissiez être de ce côté-ci, mais on a un problème de caméra, puis vous avez un problème d'ordinateur et de projection qui doit se faire pour l'ensemble de nos collègues, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué pour vous de voir ensuite les gens qui vont vous poser des questions. Mais moi, je les vois et vous inquiétez pas, j'en raterai aucun. Merci. Oui, merci Monsieur le Président et merci Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs pour cette invitation. On va vous présenter donc les éléments principaux du deuxième rapport que l'on a fait. Alors l'année dernière, je l'ai fait avec un autre collègue, cette année avec Christine Abrossimov. Le Premier ministre, M. Ayrault, quand il a mis en place ce plan de lutte contre la pauvreté, a voulu qu'il y ait un rapport IGAS annuel pour donner de la visibilité sur la mise en œuvre du plan. Et c'était une façon aussi de donner de la clarté avec en particulier le monde associatif qui voulait avoir un suivi précis du plan. Normalement, dans la démarche, le rapport que nous avons remis au Premier ministre il y a maintenant 10 jours, une grosse semaine, doivent être suivis d'une réunion du Premier ministre avec les différents partenaires, en particulier le Comité national de lutte contre l'exclusion, et il doit faire une adaptation du plan annuel, ce qu'avait fait M. Ayrault l'année dernière. M. Valls nous annonçait qu'on lui a remis le plan qui ferait cette adaptation prochainement.
Donc là, vous avez les grands éléments. Je vais passer assez vite sur certains points pour pouvoir avoir plus de temps. J'ai essayé de le faire en 20 minutes maximum, en particulier sur des éléments législatifs. Vous avez de toute façon tous les éléments qu'on vous a fournis sur ce qu'on va dire de toute façon. Déjà, préciser le cadre de la mission. L'année dernière, j'avais eu, avec le collègue qui travaillait avec moi, une mission d'animation territoriale. C'est-à-dire que le plan avait été mis en place et j'avais organisé des réunions dans toutes les grandes régions, dans toutes les régions, même parfois plusieurs par région, avec les conseils généraux, avec les collectivités territoriales, les administrations, les travailleurs sociaux, pour présenter le plan. On avait rencontré 6000 personnes pour lancer la dynamique. C'est quelque chose qui avait bien marché. Cette année, cette démarche de territorialisation ne nous a pas été confiée. Elle était confiée, comme c'est normal, à la Direction générale de la cohésion sociale. Mais bon, ce changement, je dirais, de rythme a provoqué un petit retard dans l'animation territoriale. La circulaire qui expliquait au préfet de la façon dont il devait mettre en œuvre le plan est partie au mois de juillet 2014 pour l'année 2014. C'était un peu tard. Donc, comment c'était mis en œuvre en septembre. Donc, on regrette là dans la dynamique. C'est ce qu'on avait mis en place l'année dernière a eu un petit loupé cette année. Alors, vous avez les 7 thèmes, on a divisé le plan en 7 thèmes, je vais revenir point par point, qui sont les thèmes principaux des 69 mesures que vous avez citées et que vous avez présentées d'une façon juste, donc ça me permet d'aller un peu plus vite. Mais dans ces 69 mesures, on en a retenu particulièrement 19 dans notre rapport, sur les grands thèmes. Je reviendrai dessus, mais vous voyez les éléments essentiels qui font débat. Rendez-vous des droits, c'est l'accès aux droits, parce qu'une des particularités du plan, c'est d'améliorer l'accès aux droits. Le dossier simplifié, je vais revenir là-dessus, que le gouvernement voulait simplifier, qui n'arrive pas à simplifier, justement. RSA, activité prime pour l'emploi, vous avez fait allusion. Ensuite, sur travail emploi, c'était la nouveauté garantie jeune. Et je reviendrai, parce que c'est un élément nouveau, je dirais, dans la démarche. La réforme de l'insertion par l'activité économique. Hébergement, logement, je passe très vite, mais ça fait partie d'un des éléments centraux et les plus problématiques dans la mise en œuvre du plan. C'est pas nouveau. La santé, il n'y avait pas grand-chose sur la santé dans le rapport. Donc beaucoup de choses sont maintenant renvoyées à la fameuse loi qui fait débat d'ailleurs, pas qu'avec les professionnels de santé. Donc il y avait tout ce qui était généralisation complémentaire de santé et on avait retenu l'année dernière le problème de la santé mentale, la précarité. On avait retenu ça comme priorité. Famille, enfance, là c'est un débat qui est redevenu d'actualité, c'est celui de l'accueil des petits-enfants dans les structures collectives, en particulier des familles pauvres, inclusion bancaire et la gouvernance. Là aussi, débat qui est maintenant débattu dans la loi, avec des expérimentations, mais je reviendrai, mais un élément important qui était l'organisation des États généraux du travail social. Donc ça, c'est de notre calendrier, je passe vite. On vous a mis, et vous pourrez la voir, c'est toutes les lois références qui proviennent plus ou moins, je dirais, du plan, parce que le plan a été mis en place début 2013, donc la loi du 10 janvier sur le logement était fait, je dirais, avant, mais en même temps, il y a tout un arsenal législatif qui a accompagné la mise en place de ce plan, que ce soit pour le logement, pour l'inclusion bancaire, pour toutes les lois de financement, évidemment, de la sécurité sociale qui reprennent parfois des mesures, sur la consommation, avec ce fameux registre national de la consommation qui a été déclaré anticonstitutionnel, donc qui amène un vide là sur le plan. Tout ce qui est formation professionnelle, la loi Allure, évidemment, avec tout ce qui est la prévention des expulsions, certaines de ces mesures qui ne seront pas mises en œuvre, mais qui sont dans la loi. Donc la loi Allure, on en a tout un paquet. La loi sur égalité entre les hommes et les femmes, en particulier sur le fait sur les impayés de pension alimentaire, qui rentrent directement dans les problématiques de la pauvreté. Bon, loi de finances, je ne reviens pas, c'est des éléments évidents. Et puis, des lois qui sont en cours et qui vont inévitablement impacter le plan, qui est tout ce qui est sur la transition énergétique avec les chèques énergie. Le projet de loi de réforme de l'asile, même s'il n'est pas directement dans le plan, mais on voit que le problème d'hébergement est impacté par le problème des demandeurs d'asile. Et puis le projet de loi de santé, en particulier, c'est la santé mentale. Voilà. Donc on a tenu à faire ces éléments-là. Alors,
notre analyse globale, puis je reviendrai paquet par paquet plus rapidement, c'est que globalement, le gouvernement, il a plutôt respecté sa feuille de route. Alors, notre objectif, nous, notre responsabilité, c'est de contrôler la feuille de route du gouvernement. Et après, c'est le monde associatif qui dit si cette feuille de route est suffisante ou pas suffisante. Nous, ce n'est pas notre objet. Il est plutôt fidèle à la feuille de route qui s'est donnée, avec quelques, je dirais, quelques écarts. Je vais les citer, en particulier la revalorisation des minima sociaux, qui n'avait pas été fait au-delà de l'inflation depuis pas mal de temps. RSA, ASPA, tout ce qui est pour les familles pauvres. Les grandes mesures ont été déployées. Rendez-vous des droits, je reviendrai dessus. La garantie jeune, j'en reparlerai aussi. Financement par l'activité économique, ça, c'est depuis le mois de juillet. C'est une loi qui a été votée, qui est mise en place. Après, tout ce qui est règlement est sorti. Et puis, l'année dernière, on avait fait une vraie critique sur la visibilité du plan. La critique existe toujours parce que le choix du gouvernement, c'est de ne pas faire de loi comme ça avait été le cas d'autres fois de lois sur ce sujet-là, mais différentes lois, vous avez vu. Donc, globalement, il y a un problème de visibilité de ce plan qui est plutôt intéressant, mais qui, globalement, est pas assez porté politiquement, même si cette année, les choses sont un peu plus claires pour le grand public. Alors, des retards, cependant. Je l'ai dit, des retards dans la mobilisation territoriale, je l'ai dit en introduction, ça c'est une des critiques dans la gouvernance. Il y a plusieurs raisons, je l'ai dit, le retard dans les circulaires qui devaient engager le travail préfectoraux, le débat sur la place des départements qui a inévitablement freiné la dynamique départementale. En début d'année, les conseils généraux sont dit, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. On n'a pas de commentaires à faire sur le fond, mais nous, on a constaté que ça avait freiné, je dirais, l'engagement de l'Assemblée des départements de France dans les éléments où ils étaient co-animateurs sur ce sujet-là. Et puis, on passe beaucoup par diagnostic, donc il y a le temps des diagnostics qui sont à faire et qui sont longs. Je pense en particulier sur ce qu'on appelle 360 degrés au niveau des territoires, c'est sur l'hébergement et le logement. Il faut effectivement du temps pour le mettre en place. On a certains chantiers qui étaient importants, qui sont en attente, qui sont modifiés. Les états généraux du travail social, c'était un élément qui était très attendu dans le plan. Alors, c'est un plan lutte contre la pauvreté et pour l'insertion sociale. Donc, l'inclusion sociale, pardon. Donc, il y avait la réflexion, qu'est-ce qu'on attend du travail social et derrière et pendant, et c'est la raison pour laquelle c'est un peu compliqué, il y a les revendications des professionnels sur la revalorisation de leur métier. Donc tout ça, entre le contenu du travail social et l'évolution des professions, inévitablement, vous savez très bien que ce n'est pas toujours simple. Et puis derrière, il y a des éléments de financement. Il y a un retard sur les états généraux. Le dossier simplifié, l'ambition de la ministre à l'époque, c'était Mme Carlotti, c'était de dire on essaye de mettre 6-7 prestations dans un dossier unique pour éviter qu'il y ait 6-7 demandes. Et quand ils sont passés, je dirais, à l'acte de la création de ce dossier simplifié, ils n'ont pas fait moins de 30 pages. Ils n'ont pas fait moins de 30 pages parce qu'on ne peut pas faire 2 demandes pour 2 prestations différentes dans un dossier unique si les bases ressources des différentes prestations ne sont pas les mêmes. Donc, au bout d'un moment, faute de simplification de nos systèmes sociaux, c'est-à-dire essayer de mettre nos prestations sociales sur des bases ressources identiques, on ne peut pas simplifier. Voilà. Donc du coup, ce dossier simplifié est abandonné et il va être remplacé par un simulateur des droits, c'est-à-dire au lieu de simplifier le dossier, on va simplifier la connaissance des choses par les personnes. Donc ça, c'était testé avec le 8e collège du CNE, qui est la partie des personnes en situation de pauvreté, qui l'ont testé, c'est de faire qu'ils puissent rentrer leurs données et qu'on leur donne leurs droits après. Mais ce n'est pas le dossier simplifié, donc là, il y a pour nous une déception, mais c'est un sujet beaucoup plus lourd. Et puis, les points conseil budget qui devaient être mis en place pour aider les personnes en situation de surendettement, et là, ça traîne, parce que entre la Banque de France, entre les banques, entre les administrations, on a quelque chose de très lourd pour faire quelque chose de simple. Voilà. Alors, sur les logements sociaux, c'est d'autres critiques, mais là, on est en plein débat sur l'hébergement et le logement. Donc là, je reviendrai là-dessus, c'est un des éléments de critique. Et puis, il nous semble que la création des places de crèche est en train de se faire.
mais il était prévu qu'il y ait une forme d'accès facilité pour les familles pauvres. Et il a fallu qu'on rappelle cet élément-là dans ce rapport pour qu'enfin on ait un plan qui lie accueil des enfants pauvres dans les places de crèche pour faciliter l'accès à l'emploi de leurs parents. Hein, et M. Rebsamen a présenté son plan pour les chômeurs de longue durée et a repris cette proposition. Et on est plutôt satisfait parce que c'est quand même un élément crucial. Comment elle est un entretien d'embauche si on ne peut pas faire garder ses enfants. Et c'est le problème des familles monoparentales en particulier. Voilà. Et puis derrière, on avait de fortes attentes en matière d'insertion et d'emploi. Alors, est-ce que le plan de M. Rebsamen répond à ces attentes-là? En tout cas, le plan existe maintenant. Il n'existait pas au moment qu'on l'a fait dans le rapport. Alors, on a souhaité, en introduction de notre rapport, faire un point sur le contexte de la pauvreté. Alors, je rappelle que les documents que l'on a sont les documents de 2012, hein, c'est-à-dire c'est les statistiques INSEE de 2012. Donc, le plan se met en place en 2013, mais il nous semblait important quand même de faire un focus important. Vous parliez de système social. C'est vrai qu'on a un amortisseur social très fort. On l'a vu pendant la crise en 2008. Hein, j'étais dans d'autres fonctions et on a pu constater que quand on le faisait fonctionner, ben, le système fonctionnait très bien. Vous avez pris des chiffres pour les familles monoparentales qui sont exacts. Donc on a, je dirais, une évolution assez plate depuis quelques années du taux de pauvreté. Donc on n'a pas une augmentation du taux de pauvreté, mais quand on regarde dans l'évolution du taux de pauvreté, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté sont plus pauvres. Hein, vous savez, on calcule le taux de pauvreté à 60% du salaire médian et à 50%. On a une stagnation du taux de pauvreté à 60% du salaire médian, mais une augmentation à 50%. Hein, ce qui veut dire que les pauvres ne sont pas plus nombreux, mais ils sont plus pauvres. Premier élément. Deuxième élément, on a voulu faire un focus sur la pauvreté des enfants, en particulier des familles pauvres. Parce qu'il nous semble que c'est le sujet le plus lourd actuellement dans notre pays. Le taux de pauvreté des enfants est quasiment un enfant sur 5 vit dans une famille pauvre. Hein, et ça va sur 1 sur 3 quand c'est les familles monoparentales. Et puisqu'on parle beaucoup de certains quartiers, ça va quasiment sur 1 sur 2 ou 4 sur 10. Donc, d'ailleurs, on peut s'interroger, quand toutes les politiques sociales vont vers les mêmes populations, et que globalement le taux de pauvreté ne baisse pas sur ces populations, il faut s'interroger aussi de l'organisation de ces politiques sociales. Et on a mis le focus sur cet élément-là, parce qu'il nous semble que c'est un élément important qui était dans le plan, et donc on a souhaité qu'il y ait un plan spécifique pour ces familles-là, je reviendrai. Et puis, dernier élément qu'on a soulevé, l'opinion se durcit vis-à-vis de l'assistanat. Hein. Le CREDOC, qui fait des enquêtes depuis 35 ans, constate que le taux d'acceptabilité de la population de notre système social est le plus bas depuis 35 ans. Hein, ce qui ne veut pas dire que les Français ne sont pas généreux, parce que le niveau d'aide est important aussi, mais les Français privilégient les services aux prestations. Donc ça, c'est un élément qui doit aussi être interrogé. Voilà. Alors les 7 thèmes, je vais aller très vite sur les 7 thèmes maintenant pour pouvoir des éléments du débat. Sur l'accès aux droits, j'ai dit revalorisation des minima sociaux, j'en parle pas. Les 100 000 rendez-vous des droits, c'est la CNAF qui les organise. Donc on convoque des personnes pour leur expliquer leurs droits, en particulier dans les périodes de rupture, hein, en cas de divorce, en cas de décès d'un des parents, on les convoque pour leur expliquer leurs droits. Donc ça, c'est mis en place et ça va bien. Les points de critique, c'est le dossier simplifié, je vous en ai parlé. Les points de vigilance, nous, on fait une alerte sur la fusion de le RSA activité et la prime pour l'emploi. C'est une bonne chose, hein, parce qu'il faut le faire. Donc le gouvernement a décidé de le faire pour le 1er janvier 2016. Donc je pense que le projet de loi doit être prêt avant l'été. Mais il y a 2 façons de le faire. Hein, ou créer une prime d'activité qui est une prime d'activité familiarisée. Et on revient dans le problème du RSA activité, qui est une prime d'activité familiarisée, ou on fait une prime d'activité liée à l'emploi. Donc on favorise la rémunération du travail. C'était le débat qui a été fait dans la création du RSA. Le débat revient. Nous, on privilégie une prime d'activité, dissociée d'une prime familiarisée. Donc le gouvernement doit faire le choix, je ne sais pas quel choix il va faire, parce que si on veut valoriser le travail, on valorise le travail. Si on veut valoriser la famille, on fait la famille. Dans ce moment-là, c'est une prestation familiale ou une prestation de travail. Il faut faire le choix. Prime pour l'emploi a été tournée vers le travail, RSA activité tournée vers la famille. Si on fait la fusion, il faut choisir.
Voilà. Deuxième élément, l'APRE, qui était l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, a été supprimé au niveau financement. Donc là, il y a un côté négatif. Et puis, l'aide alimentaire, ça marche bien, l'aide alimentaire. Les moyens sont là. Mais on voudrait que l'aide alimentaire soit mieux organisée avec, je dirais, les parcours sociaux. C'est bien d'aider les gens pour l'aide alimentaire, mais c'est bien de les aider pour qu'ils n'y reviennent pas. Donc, il y a le problème de l'accompagnement derrière là-dessus. Alors, l'accès à l'emploi, la garantie jeune, je vous rappelle, c'est pour ce qu'on appelle les NINI, ni en emploi ni en formation, les jeunes les plus éloignés de l'emploi, les mettre dans un parcours de formation, d'accompagnement très rigide, ce parcours, hein, très exigeant pour les jeunes, hein, surtout au départ, et pour les amener à la formation ou à l'emploi. L'objectif 2014, et en échange, le jeune signe un contrat, à un revenu d'activité du niveau du RSA socle, et il lui est supprimé s'il n'accepte pas ou il ne respecte pas le parcours. Donc l'objectif était 10 000 cette année, on est arrivé à 8 000 parce que c'est une nouvelle pratique et ce n'a pas été facile de mettre ça en œuvre. Il faut aller les chercher, les jeunes. Donc ça, et maintenant ça marche bien. Le gouvernement accélère la cadence, au lieu de 30 000 cette année, ce sera 50 000 et 100 000 l'année d'après. Deuxième élément qui sont positifs, les conventions d'accompagnement des personnes, c'était les accords qui sont passés entre départements et Pôle emploi sur l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi. Il y a une expérimentation qui était faite en Franche-Comté et qui commence à se généraliser. Très bien, parce que le Conseil général met des travailleurs sociaux à disposition, le Pôle emploi met des salariés de Pôle emploi à disposition pour qu'ils travaillent ensemble, pour que la personne, quand elle rentre à Pôle emploi, ait un suivi social et quand elle rentre par le Conseil général et un suivi pour l'emploi, pour éviter d'avoir deux guichets, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, bon, tout ce qui est validation des niveaux, mais je passe assez vite là-dessus. Il n'y a pas eu de travail sur la mobilité des travailleurs modestes, c'est un regret. Et puis, il y avait le problème de l'accès à la formation, en particulier des travailleurs handicapés. C'est le jour aujourd'hui. Alors, on a fait un rapport intermédiaire avec ma collègue sur les travailleurs handicapés. On a fait des propositions sur ce sujet-là qui sont malheureusement pas encore repris là-dessus. Et puis, on veut être attentif au financement de l'insertion par l'activité économique en faisant en sorte que ça soit bien ciblé vers les personnes qui ont le plus besoin. Hébergement, logement. Pour résumer ce sujet-là, pour ne pas être trop long, il y a l'hébergement. Le gouvernement fait son travail en termes de création de places d'hébergement d'urgence et d'accueil des demandeurs d'asile. Mais on a un flux important des demandeurs qui fait que plus on en crée, la demande est toujours la même. Premier élément. Deuxième élément, on a tous les demandeurs d'asile déboutés du droit d'asile, non expulsables parce qu'ils ont des enfants nés dans le pays et autres, donc qui restent sur le territoire national, et ça, c'est un constat, qui n'ont pas accès au logement social et qui occupent toutes ces fameuses unités hôtelières dont on a parlé récemment, ce qui fait que ces personnes-là sont à l'hôtel, ça coûte très très cher, sans accompagnement social, et ça bloque les centres d'hébergement pour les personnes nouvellement accueillies là-dessus, même s'il y a de nouvelles places pour les demandeurs d'asile qui sont créées. Donc, sur ce sujet-là, on demande un plan d'urgence sur ce sujet-là. La ministre l'a annoncé il y a quelques jours pour faire baisser le nombre de nuitées hôtelières et de passer par de l'intermédiation locative, c'est-à-dire que les associations mettent des appartements à disposition, publics ou privés d'ailleurs, pour que ces personnes-là soient en appartement avec un suivi social pour éviter cette situation qui est très coûteuse d'un côté, mais qui au niveau sanitaire, au niveau alimentation, pose des vrais problèmes pour les enfants en particulier qui sont logés dans ces situations-là. Donc ça, on a un appel sur ce point-là. Et puis l'autre point critique, c'est la création de logements sociaux, où on est éternellement en retard sur les objectifs dans notre pays, pour en particulier des questions de foncier, mais vous connaissez les éléments. Donc dans la loi Allure, il y a certains éléments qui permettent d'avancer sur ce sujet-là. De regrets sur la loi Allure, l'abandon de la garantie universelle des loyers, et puis les fameux observatoires des loyers qui seront que des titres expérimentales sur Paris. Moi, on ne juge pas sur le fond. C'est dans la loi et ce n'est pas mis en œuvre. Donc les points de vigilance, je l'ai dit. Les diagnostics 360 degrés, j'en ai parlé, c'est ce que les préfectures doivent faire. Et puis, il y a le problème de l'effectivité du droit au logement opposable. Alors, deux chiffres qui sont assez édifiants. Depuis la création de cette loi, 500 000 demandes.
450 000 personnes qui sont relogées. Donc c'est plutôt positif. 50 000 en attente de relogement, 40 000 en Île-de-France. Donc vous avez là la carte, je dirais, des difficultés du logement. Donc c'est très Île-de-France, Rhône-Alpes et Bouches-du-Rhône, et puis un petit peu dans le Nord, Pas-de-Calais, on en trouve un peu dans toutes les régions, mais c'est vraiment un sujet qui est très compliqué à traiter, mais là, la loi Allure fait des propositions dans ce sens-là. La santé. Donc, je ne reviens pas sur les prestations. Il y a une prestation qui était intéressante, c'était l'augmentation du plafond pour avoir accès à la CMU-C et à la CMU de 7%, qui a fait rentrer plus de 500 000 personnes dans le dispositif. Donc ça a marché avec les différents décrets sur les paniers de soins. Les points de vigilance, c'est la loi santé. Le lien entre le sanitaire, le social, maladie mentale, l'accès aux soins, l'accès au social est un élément important, et la généralisation des complémentaires santé. Le taux de non-recours important, on reste sur un problème de non-recours à CMU-C et ACS. C'est la raison pour laquelle on fait une proposition, elle a été faite plusieurs fois, elle a été faite dans le rapport de Mme Archambault sur l'accès aux soins pour les personnes en situation de pauvreté, c'est l'automaticité pour les personnes qui ont le RSA de la CMU-C. Bon, ça bloque, mais on refait cette proposition-là là-dessus. Famille, enfance, je ne reviens pas sur les prestations sociales, l'élément essentiel, c'est... il me semble là-dessus, c'est les accueils collectifs et les accès aux crèches. J'en ai parlé tout à l'heure et la proposition que l'on fait. Et puis une attention particulière sur l'aide sociale à l'enfance, en particulier les jeunes adultes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et puis les mineurs étrangers qui a un des problèmes sociaux qu'on rencontre dans notre pays. Bon, je vais passer sur l'inclusion bancaire parce que je l'ai dit, c'est les points conseil budget qui sont les éléments essentiels pour ne pas être trop long. Et sur la gouvernance, là aussi, je vais assez vite. Il y a des expérimentations qui sont faites dans une opération qu'ils ont appelée Agile. C'est les départements qui veulent améliorer leur gouvernance ou sortir des textes juridiques sur la gouvernance pour être plus fluide et plus adapté. C'est parti de 4 départements, Meurthe-et-Moselle, Nord, Val d'Oise et Drôme. Maintenant, il y a une dizaine de départements qui sont dans l'expérimentation. Ça marche plutôt bien et on se dit c'est plutôt intéressant les changements sur le terrain plutôt que ça soit imposé d'en haut. Et puis, bon, des faiblesses statistiques, je ne reviens pas sur ces éléments-là, c'est moins intéressant. Donc, je conclus sur les 5 propositions principales que l'on fait. On en fait 45, mais on en a sorti 5. Le plan d'aide pour les familles pauvres. L'idée derrière, c'est de se dire on ne réglera pas tous les problèmes de pauvreté uniquement par les minima sociaux. C'est que les minima sociaux sont revalorisés, mais si on veut que les personnes sortent de la pauvreté, il faut qu'ils aient un accompagnement vers l'emploi, en particulier les mères qui sont seules avec leurs enfants. Donc pour faire un accompagnement vers l'emploi, formation, accompagnement renforcé vers l'emploi, mais aussi structure collective pour que les enfants soient pris en charge. Ça, c'est la première proposition. Deuxième, je l'ai parlé, c'est la prime RSA activité, prime pour l'emploi, donc je ne reviens pas là-dessus. Troisième proposition, le plan d'urgence pour l'hébergement d'urgence, et ça, on est en route là-dessus. L'accès automatique à la CMU-C et la CS pour les personnes, l'accès automatique pour les personnes qui ont le RSA à la CMU-C, et puis qu'on ait un calendrier ferme et définitif des États généraux du travail social, parce que c'est une demande forte des professionnels, mais aussi des intervenants sociaux. Je vous remercie, je suis arrivé au bout. Merci beaucoup, M. Chérec. Je vais de suite passer la parole au rapporteur général, M. Van der Heijdenberg, qui a quelques questions à vous poser. Ensuite, il y a pas mal de collègues qui se sont inscrits. Levez les mains comme il faut qu'on vous voit. En plus, Mme Cohen, Mme Doineau, M. Mouillet, Mme Guidicelli, Mme Archambault, Mme Génisson, M. Forissier, Mme Procassia. Oui, c'est noté. Ah bon, c'est noté, c'est noté. C'est bien. Monsieur Cadic. Monsieur Van der Heijdenberg a la parole. Bien, merci, Monsieur le Président, Monsieur l'inspecteur général. C'est un rapport extrêmement complet, riche, et je suis bien content qu'il y ait beaucoup d'intervenants parce que je ne peux pas embrasser tous les sujets que vous avez abordés, qui sont tous éminemment sensibles, évidemment, sur lesquels on pourrait effectivement prolonger longuement le débat. La première recommandation du rapport, c'est la mise en place d'un plan d'aide aux familles pauvres, bien sûr, comprenant notamment des accompagnements renforcés vers l'emploi des parents.
Quelle forme concrète pourraient prendre ces mesures? Que pensez-vous notamment des dispositifs permettant une insertion en entreprise, du type préparation opérationnelle à l'emploi, ou proposition des entreprises pour former directement des demandeurs d'emploi? Voilà ma première question. Ensuite, sur la réforme des dispositifs de soutien à la reprise d'activité, PPE, prime pour l'emploi, RSA, quel schéma recommandez-vous de favoriser? Vous l'avez évoqué, pour tout dire, mais notre dispositif d'aide n'est pas suffisamment incitatif financièrement. Un ciblage plus important et plus incitatif ne devrait-il pas nécessairement aussi faire des perdants, à financement identique, bien sûr? Les prestations d'aide aux familles ne sont-elles pas trop nombreuses et trop complexes? Quelle piste de simplification pourriez-vous envisager dans une logique plus d'accès aux droits plutôt que d'un rendez-vous des droits? Vous avez un peu effleuré le sujet et je crois que c'est très important. Il y a une méconnaissance de beaucoup de familles, de personnes pauvres, de leurs droits, tout simplement. Et la pauvreté, elle naît aussi de cela. Vous n'avez pas chiffré non plus le plan, ni sa mise en œuvre. Pensez-vous que des moyens supplémentaires devraient être mobilisés ou devons-nous plutôt revoir les dispositifs et leur efficience? Et je mettrai un point aussi sur le logement. Vous avez d'ailleurs souligné, en parlant du DALO, les caractéristiques concernant l'Île-de-France. Je crois qu'il est très important, effectivement, de rappeler qu'on s'est fixé un objectif et on est loin de l'avoir atteint, de 150 000 logements par an. Mais je pense qu'il y a des fortes disparités suivant les régions, suivant les villes. Et je ne sais pas si vous avez, dans ce domaine, des préconisations particulières au-delà du foncier. Mais le foncier, je dirais presque, aujourd'hui, c'est devenu un peu la tarte à la crème, quoi. Et beaucoup se cachent derrière ce problème. Il y a une volonté et peut-être aussi des incitations qui permettraient effectivement de débloquer la situation. J'ai aussi apprécié que vous souligniez l'abandon du GUL. Ici même, j'ai toujours plaidé pour la mise en place de cette garantie universelle qui permet, je le rappelle, essentiellement, qui favorise la mobilité des jeunes travailleurs notamment. Et on l'a abandonné en rase campagne, alors que le Sénat avait travaillé, toute commission confondue, toute sensibilité confondue, pour faire une proposition intelligente dans ce domaine. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais je pense qu'il serait intéressant, effectivement, de la faire ressurgir. Merci. Je vais en prendre deux autres. Madame Debré. Monsieur le Président, Monsieur Gérard, je m'adresse à vous en tant que président de Terra Nova, en même temps inspecteur général des affaires sociales et aussi en tant que ancien secrétaire général de la CFDT. Ma question va être très courte. Vous avez entendu parler ce matin de ce cas de ce boulanger qui est dans les Landes, qui se voit contraint de fermer sa boulangerie qu'il ouvrait depuis 3 ans et demi tous les jours, en respectant bien sûr les règles pour les salariés, puisque chaque salarié avait 2 jours de vacances, enfin 2 jours, pardon, de congé. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, sachant qu'il perdra, je crois, de l'ordre de 250 000 € par an de recettes, et surtout qu'il mettra 2 personnes qui, en général, les personnes qui travaillent dans les boulangeries ne sont pas forcément des gens qui ont des moyens absolument gigantesques, 2 personnes au chômage. Or, a priori, il faudrait changer certaines choses, puisque d'après ce que j'ai regardé ce matin, vous pouvez ouvrir la boulangerie effectivement 7 jours par semaine, à condition que vous ne vendiez pas de pain pendant 24 heures. C'est un petit peu gênant quand même. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus, puisque ça concerne directement le travail. Donc, voilà. Monsieur Cardou. Oui, merci Monsieur le Président.
Merci à l'orateur, à l'intervenant de ce rapport très complet sur le bilan, sur les problèmes d'inclusion sociale. Et j'aurais tendance à dire que l'inclusion sociale, et ce sera le centre de mon intervention, passe essentiellement par l'emploi. Et mon intervention, sans esprit polémique, plutôt dans une logique consensuelle, voudrait simplement vous rappeler ce que je qualifierais de rendez-vous perdus ou d'occasions manquées. Et en particulier tous ces textes auxquels vous avez fait allusion dans votre présentation, pour lesquels nous avions lancé des mises en garde et dont on se rend compte maintenant que petit à petit, le gouvernement revient en arrière tout simplement par pragmatisme et volonté d'efficacité. Alors, je les signalerai très succinctement. Commençons par l'ANI et la durée du travail à temps partiel de 24 heures, les contrats de génération qui ont beaucoup de mal à décoller, et ça, nous l'avions signalé, le compte pénibilité actuellement sur lequel le gouvernement travaille pour le rendre plus simple pour les petites entreprises, les emplois aidés, où nous avions souhaité qu'il soit beaucoup plus ouvert au secteur marchand, et je vois avec satisfaction que le ministre du Travail a proposé de doubler pour les porter de 50 000 à 100 000 l'année prochaine, ce qu'on considère encore comme insuffisant. La formation professionnelle et l'apprentissage, qui par un moment a été sacrifié et on revient en arrière pour refinancer l'apprentissage. La formation professionnelle avec l'usine à gaz des listes par région, qui vont être un blocage. Et puis enfin la loi Allure, dont on sait qu'elle génère des blocages importants dans le secteur du bâtiment. Pour mémoire, vous n'avez pas signalé un texte qui, à notre sens, tout au moins une décision qui est, à notre sens, importante, en particulier concernant le cumul ASPA et complément d'activité. C'est une PPL qui avait été portée par Isabelle Debré, qui a été passée avec une forte majorité au Sénat et que nous avons eu beaucoup de mal à concrétiser dans les faits par une décision réglementaire, par un décret qui n'a eu lieu que le 22 décembre 2014 et qui n'était simplement qu'une mesure de bon sens et de justice sociale, comme quoi nous avons eu beaucoup de mal à le mettre en œuvre et vous ne le citez pas dans votre présentation. C'était simplement un rappel que je voulais faire. Alors, à partir de tout ce que je viens d'énumérer, ne pensez-vous pas, toujours dans le sens de l'efficacité pour l'emploi, qu'il faudrait avoir des démarches d'amont beaucoup plus consensuelles où on étudie mieux les textes et que finalement on éviterait ces tergiversations et ces retours en arrière. Et pour conclure très rapidement, vous dire que j'ai noté dans vos propositions, dans ce qui est à venir, ce problème de fusion du RSA et de la prime pour l'emploi qui me semble fondamental. Et là, je souhaite que la passerelle entre majorité et opposition puisse se faire parce que c'est un enjeu fondamental. Et là, je crois qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté. Monsieur Chérec, juste une chose, j'ai 15 inscrits. Je vais laisser assez vite. Non, c'est pas vous Non. qui devez faire. Oui. Vous devez répondre aux questions. Je vais surtout demander aux questionneurs de ne pas mettre 10 minutes par question, parce que 15 par 10, ça fait 150 minutes et vous n'avez plus de temps, vous, pour répondre. Oui, d'abord, je vais vous préciser, je ne peux pas répondre à tout. Hein. Je reste sur le plan pauvreté et je suis là en tant qu'inspecteur général des affaires sociales, et, pas ni en tant qu'ancien ou futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis... Oui, intéressant. Mais on est toujours futur de quelque chose. On est toujours futur de quelque chose. Non, mais je précise ça parce qu'autrement... Non, mais c'est la preuve que vous avez bien marqué, que quand même. Le rapport, il était très bordé. C'était sur les mesures du gouvernement et sur l'analyse des mesures. Donc, c'est pas un rapport sur le système de formation professionnelle, c'est pas un rapport sur le logement non plus. Donc, il est difficile de. Autrement, on aurait fait 10 rapports. Hein. Et d'ailleurs, on cite dans notre rapport tous les autres rapports IGAS qui sont plus ou moins directement liés à ça et qui amènent des éléments de complémentaire. Alors, d'abord, sur les familles pauvres. Moi, je répète ce que je disais. L'élément, c'est de se dire, on ne peut pas, il faut valoriser les minima sociaux quand ils sont insuffisants, mais j'ai envie de dire, pour sortir vraiment de la pauvreté, il faut qu'il y ait des actions de service et d'accompagnement. Hein, d'où cette démarche de dire, c'est le même débat que sur le handicap. Dans le rapport qu'on a fait sur le handicap, on a rencontré les associations qui voulaient que l'AH, par exemple, soit au niveau du salaire minimum. On dit, c'est pas possible. D'abord financièrement,
Et puis, on distingue le travail à une prestation sociale, c'est un élément important aussi. Et deuxièmement, les handicapés ont des problèmes d'accès aux droits, des problèmes d'accès à la santé, des problèmes de reste à charge, des problèmes d'accès à l'emploi. C'est sur ces sujets-là qu'il faut faire en sorte pour que les personnes sortent de leur situation d'exclusion et de handicap. Donc pour les familles pauvres, et en particulier les mamans qui vivent seules avec leurs enfants, c'est cette démarche-là. Et à partir de cette démarche-là, un plan d'accompagnement, de formation des personnes d'accompagnement vers l'emploi, c'est ce que le ministre a proposé. Alors, on n'a pas travaillé dans les détails, mais comme vous dites, formation en entreprise, moi, je peux vous dire, je ne suis pas choqué qu'on mette en place des systèmes de formation en alternance pour adultes. Je veux dire, ça marche, donc il n'y a pas de raison. Et il y a des initiatives privées, en particulier dans le domaine des services, qui sont faits par les grands chefs de restaurants qui font des formations pour adultes en alternance dans des initiatives totalement privées, qui marchent très bien, qui vont chercher des personnes très en exclusion. Donc il n'y a pas de raison de s'inspirer de ce qui marche pour faire ça, mais c'est l'accompagnement qui est nécessaire. Sur RSA, prime pour l'emploi, je l'ai dit, privilégier l'activité. Alors il y aura si on privilégie un ou l'autre, il y a des perdants. Et c'est vrai que les responsables politiques, vous, les parlementaires, c'est vrai, c'est toujours difficile de faire des perdants. Si on choisit la prestation professionnelle, donc la valorisation du travail, il y a des perdants dans les familles. Donc il faut qu'il y ait un système d'accompagnement provisoire pour que ces familles-là, comment dirais-je, le perdent le moins possible, sachant très bien qu'il y a un turnover dans les familles, qu'au bout de 4-5 ans, c'est plus les mêmes familles. Parce que les gens retrouvent du travail, parce que les familles se reconstituent. Donc il faut accompagner les personnes qui sont en situation, mais il faut faire un choix. Et le choix, c'est plutôt l'activité que l'on propose. Après, le plan, on ne l'a pas chiffré, parce que le gouvernement ne l'a pas chiffré. Donc on l'a mis, que globalement, c'est une critique des associations depuis le début, il n'a pas été chiffré. Donc on sait en gros ce que représentent les augmentations des minima sociaux et compagnie, mais le reste non, on est un peu dans le flou, donc ça c'est une des difficultés. Je vais vite sur les réponses, et puis après sur le DALO, oui il y a des disparités, mais on ne trouve pas normal par exemple qu'il y ait des villes en France où il n'y a pas de problème de pression sur le logement, où il y a des nuitées hôtelières. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation du système. Donc pour le moment, le système alimente le système. Donc au bout d'un moment, il faut prendre des décisions pour faire en sorte que les nuitées hôtelières, il y a certaines villes, il ne devrait pas y en avoir du tout. Donc ces éléments-là. Et donc comme il y a des logements disponibles, l'intermédiation avec les associations est quelque chose de très simple à faire là-dessus. Et on règle une partie des problèmes. Et donc c'est une question aussi de volonté politique. Mais on n'a pas fait un rapport sur ce sujet-là. Juste une parenthèse sur les boulangers, je vais pas aller loin là-dessus, non, mais moi, il me semble, quand j'étais responsable départemental, que c'est des accords entre la Chambre des métiers des boulangers et les préfets. Et donc, il faut aussi que les professionnels s'adressent à leurs représentants pour que le décret préfectoral soit différent. Voilà. Donc, au bout d'un moment, faire une médiatisation sur un sujet qui peut se régler simplement territorialement, je trouve un peu bizarre. Voilà, c'est tout. Après, je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là. Je l'ai traité quand j'étais syndicaliste de terrain. Il y a un décret préfectoral. Il est accepté par la Chambre des métiers. Voilà. Donc, il faut s'adresser à la Chambre des métiers. Après, sur le reste, je n'ai pas de commentaire. Monsieur Morisset. Bien, Monsieur le Président, je vais être bref. Je m'en reste au rapport. En regardant simplement la diapo qui est devant moi et en regardant développer un plan d'urgence d'accès à l'hébergement et au logement. Je suis rapporteur du budget, justement, sur ce point bien particulier tous les ans. Et lorsque je vous entends effectivement dire que les crédits d'hébergement continuent à croître, je crois qu'il y a un fossé qu'il faut rectifier parce que les crédits de 2015 sont inférieurs aux réalisés de 2013. Et vous nous le dites vous-même qu'il y a des problèmes à régler, les nuitées, les centres d'hébergement. Et lorsqu'on reçoit les associations, tant Emmaüs que les autres associations, il y a un grand fossé entre le plan annoncé en 2013 et la réalisation sur le terrain. Je crois que là-dessus... Donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez rassuré par le ministre, comme quoi il y aurait des crédits complémentaires. Quelle est l'information? À quel montant? Parce que là, effectivement, il y a déjà nécessité d'abonder par une décision modificative les crédits déjà en 2015. J'aurais souhaité avoir votre point de vue. Et puis, concernant la gouvernance, il y a 11 mesures.
Et dans ces 11 mesures, il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est donner un nouveau souffle aux services d'information, d'accueil et d'orientation. Concrètement, lorsqu'on auditionne la directrice de la cohésion sociale, on voit très bien que c'est un sujet qui traîne et qui se met difficilement en place. Quel est votre point de vue sur ce point-là? Monsieur Godefroy. Monsieur le Président, ce sera rapide, oui. Dans votre chapitre concernant la pauvreté, vous faites état de cet accroissement de la pauvreté, notamment la pauvreté des enfants. Et vous êtes passé un petit peu vite sur un paragraphe qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est juste en fin de parcours, quand vous parlez de l'opinion des Français qui se durcit à l'égard des personnes pauvres. Je pense que dans les recommandations que vous faites d'avoir des structures collectives, crèches, écoles, et donc un emploi stable pour les familles monoparentales, il nous faudra, nous, au niveau local, pouvoir expliquer comment est-ce que vous avez développé ce sentiment à l'égard des personnes pauvres qui est colporté par un certain nombre de personnes et qui manifestement est complètement erroné. Est-ce que vous avez des pistes à nous proposer pour faire tomber cette affirmation par laquelle il est plus avantageux de percevoir les minima sociaux que de travailler avec un bas salaire? Madame Cohen. Oui, merci. J'ai trouvé ce propos extrêmement intéressant et avec des chiffres qui nous ont été donnés par vous. D'ailleurs, Monsieur le Président, quand vous rappelez que 40% de la richesse nationale est consacrée aux dépenses sociales, ça situe quand même la question. Et puis moi aussi, dans les éléments qui ont été rapportés, je suis comme Jean-Pierre Godefroy, j'ai été intéressée par cette constatation, les Français privilégient les services aux prestations. Et ça me semble intéressant d'avoir un échange là-dessus parce que je crois qu'il y a confusion aussi entretenue d'ailleurs par le débat idéologique sur la différence entre solidarité et assistanat. Et la deuxième chose, c'est que je trouve positif que les Français soutiennent les services parce que moi, je traduis par soutien des services publics. D'où ça nous interroge en tant qu'élus, en tant que parlementaires, mais aussi en tant qu'élus locaux, sur les moyens qui sont de plus en plus en baisse consacrés donc aux services publics et notamment aux services publics de proximité. Donc ça rentre en contradiction avec y compris ce que vous souhaitez ce que vous pointez au niveau, par exemple, de l'accueil de la petite enfance, etc., etc. Donc là, il y a une certaine contradiction. Il faut avoir les moyens de la politique qui est affichée. Ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, vous insistez sur les femmes seules en termes de pauvreté. Effectivement, les femmes donc ont des petits salaires pour la majorité. Il y a un problème aussi au niveau des femmes retraitées. Et je me dis, je ne l'ai pas vu, mais c'est quand même aussi des intentions gouvernementales, et ça fait longtemps que c'est dans les textes, il y a quand même un problème d'égalité salariale qui n'est pas posé là, et on sait que ça permettrait quand même d'améliorer un certain nombre de choses. La loi existe, les décrets existent, mais ça ne passe pas dans la pratique. Donc comment faire pour que ça se corrige enfin? On est quand même en 2015. Troisième réflexion, c'est au niveau de l'hébergement d'urgence, et notamment, là on est sur la problématique du logement social. Moi je suis quand même frappée sur la non-application de la loi SRU, qui fait qu'il y a des villes nombreuses qui refusent de construire du logement social et qui donc acceptent de payer des pénalités. Mais du coup, les villes qui construisent sont pénalisées parce qu'il y a une espèce d'appel de la population qui va en direction de ces villes-là. Et donc, au niveau de cette problématique, je voudrais savoir si, y compris il y a la loi Allure, effectivement, mais si on ne peut pas aller plus loin pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut encourager, j'allais dire, les maires bâtisseurs et donc faire en sorte qu'ils puissent retrouver une partie du contingent du préfet, ce qui permettrait peut-être d'augmenter les hébergements d'urgence et donc de répondre à ce que vous soulignez au niveau notamment des femmes qui sont en situation difficile. Madame Doineau. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier cette présentation, en tout cas ce rapport d'évaluation, qui a dû être perturbé quelque peu, en tout cas dans sa mise en œuvre, par la réforme territoriale qui était en marche et surtout la suppression des départements qui était annoncée. Or, on sait que l'action sociale, en majorité, est
exercé par les départements. Pas seulement, parce qu'on sait bien qu'on le partage sur les territoires. Mais cependant, les départements, la moitié de leurs dépenses à peu près est consacrée à l'action sociale. Donc votre action, Monsieur Chérec, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir été sur tous les territoires. Ça, c'est vrai que on peut souligner votre implication. Vous avez été très présent sur toutes les régions, mais vous avez quand même dû ressentir cette espèce de tsunami local, le département remis en cause, alors que effectivement c'est sa principale préoccupation, l'action sociale. Vous avez dû aussi entendre que les travaux de cette réforme, enfin la nouvelle organisation territoriale, impliquent que ce seront désormais les régions qui s'occuperont d'emploi. Quel est votre avis sur la question? Je serais très intéressée de la connaître. Qu'est-ce qui s'est passé pour les départements en plus du fait qu'ils étaient remis en cause? C'est qu'en fait, le nombre de bénéficiaires du RSA, mais pas seulement, ont augmenté. Le nombre d'enfants qui sont confiés dans tous les départements a augmenté également. Vous parlez des femmes seules. Elles sont de plus en plus nombreuses à solliciter effectivement les aides des départements, notamment pour les dépenses d'énergie, les dépenses de logement. On voit mais fréquemment maintenant, et ça c'est un indice pour tous les départements, beaucoup de dossiers où les personnes sont avec des dossiers de surendettement, avec parfois une deuxième PRP de prononcer. Donc voilà, on peut se dire que là on est vraiment dans la pauvreté, l'ultime pauvreté. Donc une augmentation des bénéficiaires, donc une augmentation des accompagnements, ce qui fait que les départements se sont organisés dans une nouvelle offre de services. Je vais présenter dans quelques semaines un plan, un schéma dans mon département pour une nouvelle offre de services. Et puis en même temps, nos professionnels ont été mobilisés sur des plans départementaux d'insertion. On va présenter le pacte territorial d'insertion. Bref, on est continuellement mobilisés sur l'écriture de plans, de pactes, de schémas, ce qui nous, finalement, nous aide pas à être foncièrement sur le terrain là où il faudrait être. Et sans parler du plan départemental de l'habitat qui rejoint aussi vos préoccupations. Donc autant dire que les départements, une hausse de leurs dépenses, une hausse de leur mobilisation et néanmoins une baisse de leurs moyens et donc une remise en cause continuelle. Donc je vais peut-être m'arrêter là parce que je vais laisser la place à mes collègues. J'avais dit 10 minutes. Monsieur Mouillet. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je vais faire rapide. Pour vous dire d'abord, bravo pour cette présentation. Moi, je suis parlementaire depuis 4 mois simplement, donc je découvre un peu un certain nombre d'éléments. Et j'avoue que je suis frappé par à la fois la diversité des outils qui sont présentés aujourd'hui, à la fois la complexité de ces outils. Et je me dis qu'avec tout ça, on n'a finalement pas suffisamment de résultats. Donc c'était un premier sentiment et on voit bien qu'en matière de lisibilité, on intervient dans plein de domaines différents et je pense qu'en intervenant dans plein de domaines différents, plein de thématiques, plein de ministères, plein de lois différentes, je pense que certainement on doit perdre d'efficacité parce que on voit bien que les résultats attendus ne sont pas à la hauteur, au moins des engagements. Autre remarque, c'est un rapport d'évaluation, donc ma question, est-ce que ce rapport il existe aussi en version financière? Là, on l'a en version intention, objectif. Est-ce qu'il existe la même chose de ce rapport en version financière pour voir au regard de l'argent investi, l'argent mobilisé, quels en sont les résultats attendus? Donc ça, c'est une question. Je focalise sur la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA. On a eu, vous avez évoqué le calendrier, puisque un rapport devrait être présenté avant l'été ou au courant de l'été. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils de concertation qui sont mis en place entre le gouvernement, les acteurs publics et notamment les départements, qui sont aujourd'hui des acteurs quand même privilégiés du RSA, et en même temps, est-ce qu'une étude d'impact financière est aujourd'hui travaillée, mobilisée, anticipée, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, on est tous dans une volonté d'améliorer le taux d'utilisation de ces outils sociaux, mais en même temps avec une grande interrogation de l'incidence financière, vraiment une telle interrogation, je crois qu'on est incapable aujourd'hui, sans une étude poussée, de pouvoir estimer ce que ça pourrait coûter. Donc qui dit réforme, forcément, à un moment dit passage au Parlement, et donc forcément, j'imagine, étude d'impact financière. Enfin, en tous les cas, est-ce que vous avez des informations dans ce volet-là? Et je terminerai simplement par un dernier message pour vous dire que tout ce qui concerne l'insertion par l'économie,
un domaine que je connais bien. J'ai vu depuis de nombreuses années beaucoup de lois, de réformes, d'évolutions, et à chaque fois qu'on termine la thématique de la simplification sur ce sujet-là, généralement, ça se termine toujours par une complexité nouvelle. Et voilà, donc vraiment, c'est un domaine où je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace dans le rapport entre le monde de l'entreprise et le monde social directement. Voilà. Je vous laisse répondre, Monsieur Chérec. Je précise, je reste sur les éléments du rapport. Effectivement, on n'a pas la possibilité d'investiguer au-delà du plan lui-même. D'abord, sur l'hébergement, logement, la première, vous avez totalement raison sur le projet de loi de finances et ce qui est prévu pour l'hébergement qui est inférieur à 2013. Mais je suis prêt à parier avec vous que fin 2015, vous aurez une dépense supplémentaire à 2014. C'est comme ça depuis 20 ans et c'est comme ça tous les ans. Tous les ans, le budget de cette ligne est sous-estimé et il y a une dépense supplémentaire à l'année précédente. Donc ça n'a pas varié cette année. Le budget devrait être alimenté par les réserves de précaution qui permettront de faire l'équilibre. Et le budget 2014 était inférieur au budget 2012 et il est sorti supérieur en réalisé à 2013. Voilà. Donc d'où la remarque qu'on fait, ça ne fait qu'augmenter. Hein. Donc on ne peut pas rester dans cette situation-là et c'est la raison pour laquelle on fait ces propositions. Sur les SIAO, là c'est la loi Allure, ça démarre. Donc normalement il doit être remis en première ligne. Donc là, les choses, on aura une évaluation. Alors, je n'ai pas précisé dans ma présentation, l'année dernière, avec le collègue avec qui j'ai travaillé et l'adresse, on a mis en place tout une liste d'indicateurs qui ne peuvent être renseignés qu'après. Et c'est en fonction de ces indicateurs qu'on pourra regarder la troisième puis la quatrième année comment ça fonctionne. Sur le débat qui est posé sur les enfants pauvres et l'opinion qui se durcit. Hein, il y a les éléments et puis la question d'accès aux services que vous avez posée. L'opinion, elle se durcit. Alors, paradoxalement, à chaque fois qu'il y a une crise économique, l'opinion devient plus positive sur les aides. Donc, vous voyez les éléments du CREDOC. 2008, ça n'a pas manqué. Les Français sont devenus beaucoup plus généreux. Mais le phénomène qui est passé cette fois-ci, c'est que la pente elle est redescendue beaucoup plus vite. Hein. Donc c'est comme ça qu'il fait Credoc nous dit il y a quelque chose qui a noté sur cet élément, même si je dirais la pente était douce depuis pas mal de temps et petit à petit les Français. Alors le discours politique sur la stigmatisation pèse sur les gens. On peut gagner plus avec un minima social que si on travaille, ce qui a aucune démonstration qui a été faite. Mais après c'est de l'honnêteté des discours qui peut faire ça. Je veux dire, il n'y a pas de cas où globalement on peut se gagner plus. Donc ça, c'est des éléments qui ne nous appartiennent pas, mais qui pèsent dans l'opinion. Par contre, quand les gens disent « nous, on préfère les services », c'est de dire « on préfère l'accompagnement ». Plutôt que laisser les personnes dans une situation-là et de leur donner de l'argent, on préfère les accompagner pour qu'ils se sortent de cette situation-là. C'est de ça dont le CREDOC note. Hein, ce qui n'est pas obligatoire, les services publics, comme vous dites. Mais les services publics font partie de cet accompagnement-là. Et je pense que c'est une démarche positive que je partage, moi. Je veux dire, les minima sociaux sont pour aider les personnes dans une situation difficile, mais il faut les services pour les sortir de cette situation-là. Et ce que disent les Français, je pense que c'est de bon sens, ne laissons pas les gens dans des situations difficiles, faisons-les sortir de cette situation-là. D'où la proposition qu'on vient de faire sur l'accompagnement des familles pauvres, en particulier des... Alors, vous dites qu'il y a un recul des services publics. Pour ce qui est de ces services-là pour les familles pauvres, non. Il y a 100 000 places de création de crèches qui sont en train de se faire réellement. Il y a 100 000 places d'accueil des enfants de plus de 2 ans dans les écoles qui se font réellement. Le problème, c'est est-ce que les familles qui en ont le plus besoin, ces familles-là, ont accès à ces places-là? Et vous savez très bien que derrière, il y a des éléments de comportement et de connaissance où, inévitablement, les familles les plus intéressées, et puis leur réaction aussi, alors ce qui peut se discuter, hein, des gestionnaires de ces structures, y compris élus locaux, qui disent à partir du moment où les gens travaillent, il faut réserver ça aux gens qui travaillent. Hein, et donc les gens qui ne travaillent pas, qui ont besoin de faire garder momentanément leurs enfants pour aller chercher du travail, ils sont bloqués dans ce système-là. Donc c'est ça le débat sur les services. Hein. Et ça, c'est un débat très compliqué avec l'opinion publique, mais que je pense qu'il faut essayer de dépasser. Alors,
Sur les femmes seules, vous parlez d'égalité salariale, c'est un autre débat. Ce débat-là est dedans, mais c'est un autre débat. Là, je parle surtout quand il s'agit de femmes seules qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec leurs enfants, c'est ou des personnes qui n'ont pas de travail, ou des personnes qui ont des temps tellement partiels, bien souvent en dessous des 24 heures dont on a parlé, qu'ils ne peuvent pas vivre de leur travail. C'est de ce sujet-là. Hein, donc, ça dépasse le problème de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Là, c'est le problème de l'accès à l'emploi à temps plein. Hein, de l'accès à l'emploi à temps plein. Donc, voilà le problème qui est posé, et donc c'est le problème de l'accompagnement. Alors, sur l'hébergement d'urgence, vous me posez la question, je ne sais plus qui me posait la question de mon sentiment sur l'hébergement d'urgence et sur le logement. Les maires bâtisseurs, vous posiez la question là-dessus. Moi, je pense qu'il y a le rôle de l'État qui est interrogé là-dessus. Hein. Quand des collectivités territoriales, des mairies ne respectent pas les engagements qui doivent être ceux-ci, il faut une substitution de l'État par rapport. Donc la décision, elle est là. Donc après, ça renvoie, je dirais, à l'application de la loi. Et est-ce que on peut se contenter on le sait bien pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil. Hein. Il y a des employeurs et ils sont nombreux qui préfèrent payer plutôt qu'accueillir des personnes en situation de handicap. On est devant cette situation-là. J'entendais ce matin l'échec de la loi de 2005, c'est pas vrai. L'échec, c'est il y a une amélioration certaine. Quand on fait une évaluation, on l'a vu, et la situation. Alors, le chômage augmente pour des raisons que l'on connaît, mais il y a surtout une non-application parce qu'on donne la possibilité de payer plutôt de respecter la loi. Et ça, c'est un choix du législateur qui nous dépasse, mais qui doit être interrogé. Alors après, la réflexion sur la réforme territoriale. On a senti effectivement un frein dans la dynamique qui était normale, mais dans la tournée qu'on avait fait l'année dernière, ce que les professionnels de terrain et comme les associations ont dit, et souvent les élus locaux, c'est il y a deux complexités dans notre travail. La complexité des niveaux d'intervention entre l'État, peu la région en matière sociale, le département, l'intercommunalité, la commune, l'association. On a une logique de guichet qui se concurrence et pas coordonnée entre eux, avec des politiques nationales qui viennent en tuyau d'orgue. Et donc, pour avoir un parcours d'insertion, il faut qu'on aille à 3-4 portes pour pouvoir avoir notre réponse. Hein, et ce qui était, comment dirais-je, plus réclamé, ce n'était pas tant de dire il faut le département ou la commune, c'est de dire il en faut un. Quoi. Il faut simplifier ça. Et quand le département fait, eh ben, si la commune fait autre chose, donc il faut que ça soit complémentaire. Et c'était ça la grosse demande, c'était ne faites pas tous des choses qui sont concurrentielles. Alors, d'autres points sur les rapports financiers, on vous l'a dit, hein, on n'a pas les éléments financiers du plan, donc on n'a pas fait un rapport parallèle qui est financier, pour des raisons de visibilité. Je pense qu'il faudrait faire une enquête IGAS, IGF, pour pouvoir faire un rapport financier, parce que ce n'est pas notre cœur des métiers. De la même façon, sur le RSA activité, moi je ne sais pas le gouvernement ce qu'il va proposer, on n'est pas associé aux travaux préparatoires, hein, nous on est là juste à évaluer le résultat. Merci. Madame Gudicelli. Merci, Monsieur le Président. Je voulais, moi, évoquer les difficultés de construire des logements sociaux. Et c'est de pire en pire. Hein, il y a tellement de gens en difficulté, etc. Dans la ville où je vis, la mairie impose aux promoteurs qui veulent... Menton, hein. Pardon ? C'est Menton, la ville où elle vit. Peu importe, les promoteurs privés qui refusent de construire des logements sociaux doivent payer, je crois qu'ils payent 80 000 € par logement social non construit. Tout ceci étant parfaitement légal, avec l'aval, et ça fait des années que ça dure, avec l'aval de la préfecture, etc. Ce qui permet à la ville d'acheter des terrains. Et donc, ça a permis de créer pas mal de logements sociaux comme ça. Il y en a un, en revanche, ça fait quelque temps que ça dure, qui devait permettre de construire 100 logements sociaux, plus à côté, c'était de l'accession à la propriété. Hein. Ça fait 5 ans que ça dure. Alors d'abord, il a fallu bien sûr 2 ans pour avoir un projet, etc. Puis après, malheureusement, sur le terrain a été trouvée une fauvette à col noir. Alors moi, franchement, je vous assure, je n'ai rien contre les fauvettes à col noir.
Mais immédiatement, avis défavorable du commissaire enquêteur. Alors il a fallu essayer de trouver un endroit pour mettre s'il y avait d'autres fauvettes à col noir, etc. Ça a duré à peu près un an et demi. Et après, c'est un petit poisson. Alors je suis navrée, j'ai oublié le nom du petit poisson, mais c'était aussi pareil. Et puis la dernière fois, c'était il y a un an, où il y a eu des intempéries. Et là, le commissaire, pareil, a dit qu'il faut faire des sondages supplémentaires. Tout ça coûte cher, hein, en plus. Il faut faire des sondages supplémentaires parce que sans logements sociaux, là, c'est maintenant, selon l'état du sous-sol, vous pourrez peut-être en faire que 60, etc. Je trouve ça, il faut en rire ou en pleurer, hein, monsieur Chérec, c'est sûr. Mais est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, aider les maires qui ont des terrains et qui veulent construire des logements sociaux? Est-ce qu'on peut éviter de les embêter avec des fauvettes à col noir? Merci. Je ne le fais pas exprès, mais de suite après, c'est Madame Archimbaud. Je ne répondrai pas sur la question des fauvettes. On en parlera tout à l'heure. J'aurais beaucoup à dire, mais Monsieur le secrétaire, l'inspecteur général, Madame, merci d'être là et merci pour la richesse de votre rapport. 3 points. D'abord, concernant le non-recours au droit. Vous l'avez évoqué en effet, moi j'ai remis il y a 1 an et demi maintenant un rapport au Premier ministre Jean-Marc Ayrault à la suite d'une mission parlementaire sur l'accès aux soins en général des personnes démunies. Et j'ai fait 40 propositions, dont 7 de simplification. Et au bout d'1 an et demi, je constate qu'en effet, une mesure que je proposais qui est simplement de connecter l'accès au droit au RSA socle avec l'accès au droit à la CMU complémentaire, sachant que c'est le même plafond de ressources, et sachant que le taux de non-recours est très important, on pourra y revenir, n'est toujours pas retenu. Il y a même eu, chaque fois que je l'ai proposé en amendement, un avis défavorable du gouvernement. Alors qu'en fait, on le sait, alors vous l'avez évoqué également, il n'y a pas de, si j'ai bien compris, il n'y a pas de chiffrage récent du non-recours au droit. On parle bien des droits qui sont dans la loi. Hein. Je ne parle pas plus généralement d'accès à des droits sociaux, je parle de ce qui est inscrit dans la loi. D'un point de vue républicain, c'est très choquant. Et je pense que ça contribue tout à fait à la perte de repères républicains dans l'opinion publique. Quand vous avez, parce que moi c'est les chiffres que j'ai, qui sont les chiffres de l'INSEE, quand vous avez 30% des bénéficiaires du RSA socle qui n'ont pas pu faire aboutir leur dossier CMU complémentaire. En Ile-de-France, le chiffre avancé est même de 40%. Quand vous avez toujours, moi j'ai toujours les chiffres qui étaient avancés par le Premier ministre en 2013, hein, entre 10 à 24% de gens en France qui n'ont pas pu faire ouvrir leur droit à la CMU complémentaire alors qu'ils ont droit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette mesure de simplification? Vous avez souligné vous-même que ça posait problème. Et alors, on avance des arguments financiers, mais ce sont des arguments financiers à très court terme. D'abord, encore une fois, d'un point de vue républicain, je pense que si on peut pas, si les gens sentent que, alors qu'ils ont des droits, ces droits sont en fait, ils n'arrivent pas dans les faits à y accéder, ça brouille les pistes, ça explique beaucoup de choses et beaucoup de choses aussi dans la montée des extrémismes. Mais d'un point de vue financier, pourquoi, comment expliquez-vous que l'étude qui a été faite par le SGMAP et qui a été rendue publique en octobre 2013, qui est une étude très sérieuse faite, SGMAP, qui est pilotée directement par les services du Premier ministre. Le titre de l'étude, c'est « Gisement, moins de maladies ». Moins de maladies. Et cette étude très sérieuse montre que, en comparant des familles qui ont accès à la CMU complémentaire, donc au tiers payant, ne payent pas les franchises et forfaits hospitaliers beaucoup plus intéressants, ces personnes, comparées à un autre contingent de personnes qui n'ont pas pu ouvrir leur droit à la CMU-C, au bout d'1 an, elles sont moins malades. C'est un fait. Elles sont moins malades, donc il y a une économie qui est chiffrée dans cette étude, une économie, c'est-à-dire moins de frais médicaux, hein, de plus de 400 € par an, par rapport à ce que coûte, entre guillemets, l'attribution de la CMU complémentaire. Donc notre pays, les comptes sociaux, là-dessus, ont fait des économies. Donc, financièrement,
financièrement, il est faux, il est objectivement faux de dire que l'accès au droit pose un problème financier. Tous les médecins diront par ailleurs que c'est à très court terme, parce qu'évidemment les gens ne se soignent pas, donc quand ils vont aux urgences 2 ou 3 ans plus tard, ils sont très malades et que ça coûte beaucoup plus cher. Comment arriver à obtenir ça? Alors, avez-vous, vous, des renseignements sur la poursuite du travail du SGMAP? Est-ce qu'il va pouvoir... Parce que je sais qu'ils ont prévu des expérimentations, mais apparemment ces expérimentations ne se poursuivent pas, et je pense que c'est dommage. D'autre part, un mot sur les jeunes. J'ai en effet pu constater, dans le territoire que je connais particulièrement, la Seine-Saint-Denis, en discutant avec des jeunes qui ont accès à la garantie jeune, que c'est un dispositif très très intéressant, qui fonctionne, qui est exigeant vis-à-vis des jeunes, mais qui fonctionne. Mais on voit très bien qu'il manque, par exemple, la question de traitement de la question du logement pour les jeunes. Parce que ces mêmes jeunes qui viennent dans les missions locales et qui suivent le dispositif Garantie Jeunes, qui sont là tous les jours, etc., sur un certain nombre de ces jeunes qui étaient présents quand je les ai rencontrés, certains sont SDF. Donc ils viennent tous les jours à la mission locale avec leurs affaires. Hein. Ils logent, ils sont à la rue. Donc ils enchaînent les hébergements qu'on imagine, mais vous connaissez la situation. Enfin, dernièrement, ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant aussi de poursuivre sur le plan financier et de voir, de calculer combien coûte le non-recours financièrement? Monsieur Forissier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur l'inspecteur général, votre rapport est un rapport qui est compréhensible, qui est précis, et vous avez parfaitement raison de mettre le point et de mettre un focus sur l'inclusion sociale des plus jeunes dans notre société. Parce qu'effectivement, étant maire d'une commune de l'agglomération lyonnaise, ayant exercé des responsabilités dans un département important, puisque j'ai été jusqu'à le présider par intérim en tant que premier vice-président, et maintenant étant dans une métropole en construction, on se rend compte quand même qu'on est au milieu de beaucoup d'incohérences. Parce qu'on passe actuellement beaucoup de temps à essayer de voir comment on va s'organiser au niveau territorial dans l'avenir, n'ayant aucune certitude sur les orientations qui seront retenues, en débat permanent. Moi, je pense que certains de mes collègues ont mis en avant que la clause de compétence générale était sans doute à supprimer à certaines collectivités parce que, évidemment, si tout le monde fait tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, il y a une dispersion de l'argent public. Moi, je voudrais mettre l'accent sur 2 sujets. L'inclusion sociale passe par 2 facteurs principaux qui sont le travail et le logement. Je fais partie de ceux qui ont fait 3 fois et demi leurs objectifs en logements sociaux. Une commune de 30 000 habitants qui prend en gros 5 à 600 habitants par an, qui va en prendre 1000 de plus dans les 4-5 ans à venir, c'est-à-dire qu'en 10 ans, on va prendre 10 000 habitants. Aujourd'hui, on a pu accompagner, dans le quartier en politique de la ville, comme beaucoup de villes, on a pu accompagner l'équipement et services publics parce que les communes avaient des marges de manœuvre. Aujourd'hui, quand on regarde sur l'avenir, parce que le rétroviseur, moi, ça va bien 5 minutes, mais sur l'avenir, on se rend compte que les collectivités n'ont plus les moyens d'accompagner avec l'équipement public et les services publics suffisants. Donc c'est là aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une incohérence, et je voudrais votre avis là-dessus. Sur la politique de la ville, on considère qu'avoir fait du renouvellement urbain, c'est terminé, et on abandonne les quartiers, alors que l'humain, il faut l'accompagner et continuer. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu ce déficit dans les politiques nationales qui, je crois, sont à revoir. C'est l'accompagnement humain, parce que je veux bien qu'on préfigure tous les plans qu'on voudra, mais si on ne fait pas des choix politiques d'orientation budgétaire dans le sens d'augmentation budgétaire, quitte à faire des coupes ailleurs, hein, mais je crois que gouverner, c'est choisir. Et aujourd'hui, cette orientation, elle est nécessaire compte tenu de ce qu'on connaît tous dans nos banlieues. Je vous remercie. Madame Emery Dumas. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur Chérec, je voulais vous poser quelques questions par rapport à cette présentation qui était tout à fait intéressante.
Une première question par rapport à la mission qui vous est confiée, donc la mission d'évaluation du plan. J'ai bien compris que c'était une mission d'évaluation de ce que le plan mettait en œuvre et de la manière dont il était mis en œuvre. J'aurais voulu savoir si votre mission s'étendait aussi à l'évaluation de l'efficience du plan, c'est-à-dire à l'évolution de la pauvreté et des critères permettant de la chiffrer sur les territoires. Et cette première question m'amène à vous soulever aussi la question de la dimension territoriale de l'évolution de la pauvreté et à mettre ça en regard des travaux qui ont été menés notamment dans le cadre de l'hyper-ruralité par notre collègue Alain Bertrand, qui a permis de montrer, carte à l'appui, une évolution de la pauvreté et de la grande pauvreté vers des territoires ruraux et hyper-ruraux. Et ce qui m'amène à la question qui a trait aux conclusions de votre mission d'évaluation pour cette année est la proposition de mettre en place un plan d'aide pour les familles pauvres. Et je me pose des questions quant à la manière dont vous envisagez de prendre en compte cette dimension de l'hyper-ruralité dans la mise en œuvre de l'aide aux familles pauvres, parce que je crois que les moyens d'action et les possibilités de services auxquels vous faites référence ne sont pas toujours disponibles sur ces territoires-là. Madame Génisson. Oui, je vais être dans la continuité de l'interpellation de ma collègue, Monsieur l'inspecteur général, pour vous poser la question particulièrement des chefs de famille monoparentales, c'est-à-dire du sujet des femmes, sur deux questions primordiales, la garde d'enfants et la mobilité. Est-ce que vous avez des chiffres particuliers à nous fournir? Et est-ce que vous avez des propositions intéressantes qui sortent des chemins battus également, qui pourraient être mises en place? Oui, Monsieur Chérec, je vous laisse répondre. Alors, sur tout ce qui est code de l'urbanisme, je ne reviendrai pas sur ce problème-là, l'organisation, c'est tellement compliqué et toutes les complexités administratives pour construire du logement au-delà des contingences écologiques. Bon, voilà, c'était pas notre sujet, même si ils existent. Sur le non-recours, l'accès au droit. Alors, vous avez vu, Madame Archambault, on a fait cette proposition que vous aviez mis dans votre rapport d'accès automatique à la CMU-C. Alors, vous dites problème financier. Oui, je pense, même si c'est pas dit, que si c'est pas réglé depuis le temps, c'est que globalement c'est bien. Alors, le non-accès au droit, qui avait été chiffré par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, avait chiffré en 2013 6 milliards d'euros. Le non-accès au droit, hein, par rapport à ce que vous dites. Le coût, enfin, c'est pas le coût, c'est le non dépensé, quoi, en fait. Hein. Hein, c'est l'économie, si vous le dites comme vous voulez, mais il y a 6 milliards d'euros de droits non utilisés, non consommés par la population. Ce qui casse un petit peu l'image de personnes qui vivent avec des minima sociaux et qui courent après. Visiblement, il y a une partie de la population qui ne court pas après. Alors ça va de non-accès au droit 30% pour ce qui est de RSA activité jusqu'à 30% à peu près pour la CMU-C, pour les gens qui ont le RSA. Oui, c'est ce que je disais. Alors, moi je pense que la seule façon de faire, c'est puisqu'on a le diagnostic, il est clair, les coûts ils sont clairs, c'est de dire on fait un plan d'accès au droit et on le chiffre et on l'intègre dans le budget de la protection sociale. Autrement, on n'y arrivera pas. Parce qu'autrement, on est sur des plans d'accès au droit dont on n'est pas en capacité de dire qu'est-ce qu'ils vont produire et qu'est-ce que ça va donner en termes financiers. Donc, inévitablement, on voit bien qu'on est sur des enveloppes fermées et on n'y va pas vraiment. La seule façon de faire, c'est de dire, voilà, on est à, je sais pas, tel minima social ou accès à la protection sociale, on est à 60%, et bien sur 3 ans, on passe de 60% à 90%. Et on le chiffre et on l'intègre autrement, on n'y arrivera pas. Voilà. Alors, derrière, on avait fait la demande avec mon collègue l'année dernière sur le premier rapport qu'on chiffre le coût différé de non-accès au droit. Hein, et ça, on a souhaité et là aussi, c'est une décision de demander à l'adresse, en lien avec d'autres laboratoires, de faire une étude du coût différé. Et en termes d'accès à la santé, c'est évident. En termes d'accès à la santé, c'est évident. D'ailleurs, le fonds CMU qui fait des statistiques, on a le débat sur le tiers payant actuellement. Ils disent que quand les gens ont accès à la CMU, il y a des dépenses supplémentaires évidentes la première année,
mais qui baisse et qui s'atténue les autres années. Tout ce qui est lunettes, dents, inévitablement, vous avez accès à un droit. Vous achetez des lunettes, vous faites mettre des lunettes, vous soignez vos dents, et puis l'année d'après, inévitablement. Donc on a le droit de s'interroger sur la coordination de ces plans, l'efficacité de ces plans. C'est-à-dire que vous avez des plans pour les personnes qui vivent seules, l'accès à l'emploi de ces personnes-là, du logement pour ces personnes-là, de politique de la ville, de la jeunesse, et une femme seule avec ses enfants dans un quartier politique de la ville, c'est celle qui est plus pauvre. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Je pense. Et ça, c'est une interrogation globale de notre système de protection sociale et d'aide qui est de la coordination de toute cette complexité. Donc voilà, c'est la seule remarque que je fais et que il n'y a pas de coordination, mais il y a un élément. Je termine sur l'autre question, sur les territoires ruraux. Pareil, dans notre rapport l'année dernière, on a dit, on sait ce que c'est que les quartiers politiques de la ville, on n'a pas défini dans les politiques ou quasiment pas ce que c'est que les territoires ruraux, isolés, pauvres. Donc on a à reprendre en particulier sur le phénomène que vous dites, mais quand nous on fait des propositions sur les familles pauvres, ce n'est pas que les familles pauvres dans les quartiers politiques de la ville, hein, c'est clair. Et quand j'ai fait ce tour de France, l'INSEE est capable de nous dire sur des carrés, 200 mètres sur des carrés, le taux de pauvreté. Et je prends des exemples, j'ai vu en PACA, le taux de pauvreté, le département le plus pauvre, c'est le département des plus ruraux, c'est le Vaucluse. Le bas des Alpes-de-Provence et l'Ouest... non mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que globalement, on a des quartiers très pauvres au nord de Marseille, mais on a des zones rurales encore plus pauvres. Donc donc, il faut adapter ces politiques effectivement à cette nouvelle carte qui sont des territoires urbains, comme on dit. Donc voilà. Après, sur vos deux questions, sur les gardes d'enfants, c'est l'application de ce qui est prévu dans le plan. C'est globalement, est-ce qu'on a une capacité... Les solutions innovantes ont été testées dans certaines communes. Hein. Grenoble a fait, Lille a fait, il y a des communes qui ont fait, avec Nantes aussi, on a vu Nantes, le département de la Loire-Atlantique, c'est globalement l'accès de ces enfants-là aux structures collectives et en organisant aussi pour les classes moyennes, parce qu'évidemment, il n'est pas question d'exclure certains des gardes, donc c'est de prise en charge globale, et cet accès est fondamental sur l'apprentissage de l'expression, de la vie collective, etc., etc. Après, sur la mobilité, on a fait la remarque qu'il y avait normalement des études sur la mobilité des travailleurs pauvres qui n'ont pas été faites. Donc, je pense qu'il faut les reprendre. Bien, on va continuer. Je répondrai sur le Vaucluse après. Mais non, je ne veux surtout pas... Le président du Conseil général était là, il est parti, mais on pourra revenir dessus. Madame Gruny. Madame Gruny est partie. Non, pardon. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. J'avais posé une question sur la fin programmée des départements. Donc, si j'ai bien compris, ça ne vous inquiète pas à partir du moment où finalement on a plus de simplification en matière de guichets et où on garde la proximité au niveau des communes ou de l'intercommunalité. Voilà. Sur les gardes d'enfants, en fait, moi j'ai une association des mamans solo. Leur difficulté, parce qu'elles aimeraient travailler, mais elles ne peuvent prendre que des contrats à temps partiel et très partiels, parce qu'elles ont des enfants qui sont au collège, avec des sorties de collège à 15h, 16h, et donc ils sont dans la rue, les gamins, ou chez eux, mais ils ne restent pas chez eux, et donc derrière de la délinquance et vraiment des grosses difficultés dans la parentalité. Et ensuite, sur le financement des jeunes, il y a un nouveau fonds européen destination des jeunes qui a été mis en place fin 2013, initiative pour l'emploi des jeunes, 6 milliards d'euros pour l'Union européenne, mais qui a priori n'est pas tellement mobilisé au niveau de la France. Voilà. Monsieur Cadic. Oui, merci. Oui, je voulais vraiment remercier pour cette présentation. Je suis assez fasciné par l'étendue du plan et son côté humaniste qui, je pense, touche beaucoup de gens. Ceci étant dit, j'ai quand même beaucoup de mal à évaluer l'impact de ces mesures sur le taux de pauvreté.
Et là, je voudrais un peu compléter donc les commentaires de mon collègue Philippe Mouillet, qui l'a présenté sous l'angle de la version financière. Donc j'ai bien compris que vous n'aviez pas d'éléments financiers pour venir étayer ce plan pour l'instant. Ceci étant, du coup, moi je voudrais me focaliser sur le côté indicateur, donc objectif, puisque le concept du plan de pauvreté, je pense que l'objectif, c'est bien de faire baisser ce taux de pauvreté. Donc, je voudrais savoir si vous avez des exemples de pays qui ont eu des résultats sur le taux de pauvreté, pour faire baisser ce taux de pauvreté, pour justifier l'efficience des mesures qui sont proposées dans le plan. Quel est l'objectif du taux de pauvreté à 2017 pour la France grâce à ce plan? Et donc, quel serait notre classement dans l'Union européenne à 2017? Et quel est-il à ce jour pour pouvoir nous permettre de nous évaluer par rapport aux autres pays de l'Union? Merci. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Inspecteur Général. Oui, merci également pour cette présentation fort intéressante et pour le Tour de France que vous avez fait l'année dernière, puisque j'avais participé moi-même aux travaux en région Poitou-Charentes et j'avais apprécié vos interventions. Néanmoins, deux questions. Sur la politique famille et enfance, vous évoquez un point de vigilance sur le développement d'actions en faveur des sortants de l'aide sociale à l'enfance et des mineurs isolés étrangers. Vous savez que les départements accueillent de plus en plus ces jeunes mineurs isolés étrangers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce développement d'action, puisqu'aujourd'hui, nous avons du mal, compte tenu de leur nombre qui augmente dans nos départements, à les accompagner, à leur proposer des projets de vie pertinents, et notamment du mal à avoir des propositions constructives avec l'éducation nationale. Deuxième question qui concerne le logement. Je voudrais avoir votre avis, et si vous partagez le mien en tout cas, sur les effets pervers des logements basse consommation construits en zone tendue, puisque les bailleurs sociaux, du coup, constatent un surcoût à la construction, donc demandent un surloyer, et on arrive à une contradiction complètement aberrante, c'est-à-dire que la personne isolée bénéficiaire du RSA ne peut plus rentrer dans ces logements. En fait, on leur fait payer des économies d'énergie avant même qu'ils aient pu les faire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Madame Canaillet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur l'Inspecteur Général. Moi, je voulais juste revenir sur la garantie jeune, puisqu'il s'avère que je suis présidente d'une mission locale qui met en place la garantie jeune de manière dans la deuxième phase d'expérimentation, et que donc nous avons 500 jeunes à accompagner durant cette année. Je pense que c'est un bon dispositif qui permet effectivement une prise en charge globale. Et nous, on a travaillé et conventionné avec la ville pour mettre en place mettre à disposition des places de crèche pour les jeunes filles qui sont dans la garantie jeune en situation de monoparentalité. On conventionne aussi avec les bailleurs pour des logements, pour vraiment prendre l'accompagnement global. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a un peu une concurrence ou au moins un doublon entre la garantie jeune et l'IEJ qui arrivent en même temps et qui sont mis en œuvre par nos conseillers vis-à-vis parfois des mêmes jeunes, ce qui crée un peu d'opacité. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est qu'on voit que c'est l'accompagnement global qui fonctionne, et c'est l'intérêt de cette garantie jeune. Par contre, c'est vrai que pour les familles, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour nous, parce que sur notamment ces familles pauvres, on voit qu'on a énormément de dispositifs, énormément d'acteurs, et que souvent il y a des doublons, et que ce qui est fait d'un côté par la réussite éducative, par exemple, va être aussi mis en place par les conseillers du CCAS, peut être mis en place aussi par les conseillers des bailleurs sociaux. Enfin, on voit qu'on a énormément d'opacité et d'intervenants différents auprès de ces familles. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième sujet, c'était concernant le logement. Je rejoins ce que vient de dire ma collègue Corinne Imbert. Nous, on a eu un grand plan de renouvellement urbain, beaucoup de construction de logements neufs, mais qui sortent à des loyers, à des taux de loyer qui sont inaccessibles par nos familles pauvres. Et par contre, c'est vrai qu'on a un parc social existant qui est très vétuste et pas vraiment remis aux normes, renouvelé, malheureusement. Et Monsieur Lemoine, qui est le dernier inscrit pour l'instant. Merci, Président. Une remarque, une question. La remarque, c'est pour aller dans le droit fil de ma collègue Anne-Emery Dumas. Je constate également une très grande croissance, d'une certaine précarisation au milieu rural et très rural, et qui souvent, en fait, le nœud du problème est également lié à la mobilité. Et le problème, c'est
très bête. Enfin, moi, je prends régulièrement des gens en stop. Et donc, quand j'interroge, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est le moteur de la R21 qui a pété. On n'a plus les moyens de racheter un véhicule, etc. Et le problème, c'est que les associations qui, parfois, auparavant, étaient là, type Mobileco, pour fournir, prêter des véhicules, sont elles-mêmes de plus en plus en difficulté. On n'est pas sûr de maintenir le maillage qui existe à l'heure actuelle sur le territoire. Et donc, c'est vrai que moi, je tire un peu la sonnette d'alarme sur les milieux ruraux et très ruraux, parce que je ne vois pas d'amélioration de la situation du tissu associatif permettant d'accompagner ces personnes-là, donc qui sont gênées par des problèmes de mobilité. Ça, c'était la remarque. La question, c'était, j'ai vu donc les chiffres macro par rapport au nombre de personnes qui effectivement sont sous le seuil de pauvreté, vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce qu'on a des indicateurs par rapport à au fait qu'il y ait parmi elles des personnes qui travaillent et qui effectivement, même si elles sont à temps partiel ou très partiel, du coup, continuent à rester sous ce chiffre indicateur et comment ça évolue en dynamique? Est-ce qu'il y a de moins en moins de travailleurs pauvres ou bien, malheureusement, est-ce que ça s'accroît? Merci. Monsieur Chérec. Oui, alors, sur le débat sur les départements, hein, sur la proximité, et la remarque, moi je pense que le plan sur ce sujet-là, c'était construit à partir d'un rapport qui a été fait par Michel Dinet, qui était le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, sur l'organisation territoriale, et qui avait amené une vraie dynamique sur ce sujet-là, en particulier, et c'est ça qui a amené cette opération qu'ils appellent Agile, qui était sur la simplification d'organisation des schémas territoriaux et tout ce qui est comitologie et autres réunions, instances départementales. Je pense que cette démarche-là, elle a de l'avenir. Le principe étant que celui qui est le porteur qui est le chef de file sur un thème, passe des éléments de contrat et d'organisation avec ceux qui font en complément. Donc cette expérimentation qui a travaillé pendant 1 an, Michel Dinet y a beaucoup participé, inévitablement avec le débat sur la fin des départements, c'est parti un petit peu dans tous les sens, maintenant c'est repris et il y a des départements qui reviennent. Donc moi j'ai plutôt espoir maintenant que les choses soient à peu près éclaircies, qu'on puisse revenir à cet élément-là, parce que le débat n'était pas uniquement sur la compétence générale, c'était surtout le débat sur la coordination des compétences des différents et comment on ne fait pas, je dirais, et qu'on ne fait pas en plus de ce que fait le voisin. Donc voilà, ça c'était un élément important sur ce sujet-là. Après, sur ce qui est dit sur la garde périscolaire, la parentalité, moi je partage tout à fait ce sujet-là. Alors, le 20 janvier, il y a une circulaire qui est partie au préfet pour normalement, il doit y avoir un schéma de la petite enfance, de la parentalité qui est mis en place dans tous les départements. Mais là aussi, on est dans la complexité, hein. Il y a le rôle de l'État, il y a le rôle des communes, il y a le rôle des départements. C'est que globalement, qui est le chef de file il y a les rôles de l'éducation nationale, il y a tout ça. Et globalement, personne ne veut prendre donc il va falloir décider qui c'est qui décide, quoi, en gros. Hein. Et là, chacun attend que le voisin fasse. Et là, il y a un problème. Vous avez bien raison. Alors, il y a le rôle des communes. Hein, mais bon, voilà. Donc, je ne vais pas plus loin, mais il va falloir voir comment ce travail des schémas territoriaux se met en place sur la parentalité. Est-ce que c'est vraiment en place et qu'est-ce qu'ils vont donner, hein. Alors, sur le Fonds européen de la jeunesse, la France est le premier pays qui a fait son projet. Donc, je ne partage pas l'idée que la France est en retard. C'est le premier pays qui a fait son projet. La garantie jeune est financée en grande partie par le Fonds européen de la jeunesse. Dans mon budget, puisque je suis président de l'Agence des services civiques, il y a 18 millions d'euros qui est prévu du Fonds européen de la jeunesse pour les jeunes qui sont sur ces territoires-là. Le problème de la mise en œuvre, et là je le vois bien pour ce truc-là, du Fonds européen de la jeunesse, c'est l'extrême complexité des dossiers à monter. Donc voilà, là on parle de simplification, là je me rends compte directement que j'ai à gérer un budget national, que je me gratte la tête quand même pour y arriver. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quasiment qu'on crée des effectifs pour gérer un fonds, quoi, hein. Là, c'est très, très compliqué, mais vous connaissez ça. Hein. Et maintenant, il y a la nouvelle répartition qui est la répartition territoriale,
où effectivement il peut y avoir certains endroits où des initiatives se croisent, et comme on ne peut pas avoir le financement 2 fois de l'Europe sur la même initiative, mais pour la garantie jeune, il y a un financement fléché là-dessus et qui... alors c'est vrai que les missions locales râlent parce que c'est compliqué. Alors, sur les indicateurs d'impact, on a mis en place, vous verrez dans l'index du rapport, il y a une centaine de pages d'indicateurs. Donc on a mis en place avec l'adresse tout un tas d'indicateurs pour suivre les effets quasiment mesure par mesure. Hein, mais ils sont quasiment pas renseignés encore parce qu'on va voir les chiffres 2013. Donc on a un suivi réel de ces éléments de pauvreté d'une part, mais aussi l'effet sur l'accès au logement, sur l'effet sur le DALO. On a mis des indicateurs comme ça qui sont assez précis et on a obtenu cette année de l'adresse avec l'INSEE, ils vont être territorialisés. Donc à partir de l'année prochaine, chaque région va reproduire les mêmes indicateurs dans les régions. Donc là, on aura une visibilité de la mise en œuvre du plan. Moi, le souhait que j'ai, c'est que ça dépasse le plan, c'est-à-dire que tout ça soit suivi dans le temps. Hein. Je pense que là, il y a un gros travail des structures statistiques là-dessus. Alors, les objectifs, la France 2017, ils ne sont pas donnés. Ils ne sont pas donnés. Hein. Il y a quand même un problème vis-à-vis de l'Europe. Normalement, la France doit présenter un rapport sur la pauvreté et ses mesures à l'Europe. Et là, le gouvernement s'est un peu contenté du plan, donc peut-être il y a un problème là-dessus. Mais le taux de pauvreté, il faut faire attention du taux de pauvreté. Hein. La Grande-Bretagne a son taux de pauvreté qui descend tous les ans. Mais pour une raison simple, c'est que son salaire médian descend tous les ans. Donc, de fait, on peut avoir une diminution du taux de pauvreté sans qu'il y ait un enrichissement des personnes qui sortent du seuil de pauvreté. Et la France a eu un taux de pauvreté en 2012 qui baissait de 0,1%, tout simplement parce que le salaire médian a baissé de 0,5%. Donc, de fait, on a un effet mécanique, on a moins de pauvres, statistiquement, mais ce qui ne veut pas dire que leur situation en conditions de vie s'est améliorée. Hein. Vous comprenez bien que ça, c'est les limites des statistiques. Sur les mineurs étrangers, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que le Conseil d'État vient d'invalider une partie de la circulaire de Mme Taubira et demande au gouvernement de voir avec le Parlement le problème de la répartition des mineurs sur les territoires. Hein, donc c'est le seul sujet que j'ai de nouveau. Par contre, sur ce que vous dites, deux est intervenu là-dessus, sur le problème des logements sociaux qui sont rénovés avec un surloyer, on l'a cité dans notre rapport l'année dernière, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Hein. C'est comme vous dites, contre-productif. Et donc voilà, donc normalement dans le plan, il y a un engagement du gouvernement d'une augmentation de construction de logements sociaux, mais très sociaux, mais ce qui ne veut pas dire, vu le nombre, qu'ils seront réduits, qu'ils seront répartis sur le territoire, et ça pose le problème de ce que vous dites. Et je termine sur la situation en milieu rural, qui était citée la dernière intervention, je ne sais plus qui c'était. Dans les rapports l'année dernière, on a fait toute une partie là-dessus. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a, je dirais, un surhandicap pour les personnes isolées, pauvres, en milieu rural, pour des raisons de déplacement, d'accès aux droits, des autres comme ça. Alors, moi, il y a une idée, hein, en particulier sur l'accès aux droits, hein, pas pour l'emploi, mais pour l'accès aux droits. Je sais que la Poste réfléchit sur les maisons de services publics pour utiliser leurs 17 000 contacts pour faire des maisons de services publics. Il y a la réflexion sur le simulateur des droits qui est mis en place. Si on mettait déjà dans tous les points de contact de la Poste des simulateurs des droits pour que les personnes de proximité, puisque 17 000 points de contact, c'est quand même pas mal encore sur le territoire, hein, c'est la seule structure publique qui a ça, tant au milieu rural qu'en milieu urbain, ça permettrait déjà d'avoir des renseignements d'accès aux droits. Et comme je suis président de l'agence de service civique, s'il y a des gens qui ont du mal à rentrer leurs données, on pourrait mettre des jeunes en service civique qui aident les personnes à avoir accès à l'informatique, à un renseignement. 17 000 points, un jeune par point de contact, vous voyez le nombre de jeunes en service civique. Donc j'en profite pour promouvoir un autre programme que je dois promouvoir, mais on voit qu'il y a des actions qui ne sont pas de la substitution à l'emploi. On ne peut pas mettre une assistante sociale derrière chaque ordinateur, mais un jeune en service civique, ça serait peut-être utile de le faire et ça pourrait améliorer. Ce n'est pas la solution pour les zones rurales, hein, je le dis bien, mais là, on a un problème Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur ces programmes en zone rurale isolée. Le Premier ministre, dans sa première lettre de mission, me dit « Vous aurez une attention particulière sur les zones rurales isolées », mais je ne sais pas ce que c'est qu'une zone rurale isolée en termes de politique publique, donc il faut y travailler. Je précise que j'étais secrétaire départemental de l'Union départementale des Alpes-de-Provence,
Donc les zones rurales isolées, je connais un petit peu quand même. Bien, je pense qu'on n'a pas dû aborder tous les sujets puisque Madame Gatel souhaite vous poser une question. Merci, Monsieur le Président. Merci de cette présentation. J'ai 2 points qui seront très brefs. Le premier, je voudrais insister sur ce qu'a dit mon collègue, sur ce qu'en campagne, on appelle la misère et non pas la pauvreté. Et que vous disiez tout à l'heure qu'on constate que certains Français sont parfois excédés par ce qu'ils appellent de l'assistance. Moi, je pense qu'on voit bien émerger dans notre pays, les derniers résultats aux élections le montrent, une vraie misère et en tout cas une désespérance dans les campagnes qui est difficile, qui est très difficile à traiter, vous l'avez dit, mais je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que au-delà de la misère dans les campagnes, il y a aussi un isolement qui est à la fois lié au manque de mobilité, mais aussi un isolement moral parce qu'il y a parfois une certaine forme de honte. Et puis le deuxième point concerne le logement social. Donc j'approuve tout ce qui a été dit par mes collègues, mais je voudrais revenir sur un point dont on se refuse régulièrement à aborder, c'est celui de la mobilité à l'intérieur du parc social. Donc, moi j'ai bien compris qu'il fallait garder dans le parc social des personnes qui pourraient en sortir et qui payent un surloyer, mais parce que ça peut garantir la pérennité financière des bailleurs sociaux et que surtout, ça fait de la mixité sociale qu'on a du mal à faire. Mais quand même, moi, dans ma commune, je pourrais construire sans arrêt des logements sociaux, ce que j'essaie de faire, mais il n'y en aurait jamais assez, car je constate que, par exemple, là où il y avait une famille de 2 parents avec 2 ou 3 enfants, les enfants sont partis, il reste plus parfois qu'un des 2 conjoints, et cette personne, elle reste dans le T4 ou dans le T5 qu'elle avait, et que moi, je pense que si le logement social, il est fait pour aider les personnes, et on doit tous contribuer à cette solidarité, on sait que le logement, c'est important, on devrait aussi pouvoir encourager, faciliter, voire être un peu plus incitatif sur la mobilité à l'intérieur et ajuster la taille de l'appartement à la situation de la personne. Ça, c'est une vraie question. Moi, j'aimerais bien qu'on regarde avec sans trop de pudeur et sans caricature. C'est une question sur laquelle on reviendra d'ailleurs dans le cadre de la loi sur le vieillissement. Je peux caler dans le même sens. Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'était pas une question. Donc voilà, c'était une remarque. C'était une remarque, ouais. Tout à fait. Bien, mais mes chers collègues, merci Monsieur Chérec, merci Madame Abrosimov. Je pense que nous avons fait un peu le tour de ce sujet. Nous vous remercions et vous libérons. Voilà pour cette audition sur le thème de la lutte contre la pauvreté. La Commission des affaires sociales auditionnait François Chérec et Christine Abrosimov, les auteurs d'un rapport pour l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, publié en janvier dernier. À ce sujet, un rapport qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté lancé en janvier 2013. Parmi les pistes évoquées par les auteurs, eh bien, un plan de lutte pour préserver les familles pauvres et également la fusion entre le RSA activité et la prime pour l'emploi pour favoriser l'accès à ce droit pour les personnes concernées. Enfin, les auteurs du rapport préconisent une vaste réunion dès le début de cette année avec tous les acteurs concernés par la lutte contre la pauvreté. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsena.fr. Quant à moi, je vous retrouve à 16h30 pour le débat sur la transition énergétique dans l'hémicycle. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.